est souvent décrié, pourtant le maïs est une plante formidable. On le retrouve chaud, froid, dans nos salades, pour faire de la semoule, mais également à la base de l'alimentation de nos animaux. Nous allons découvrir cette plante, le maïs, avec nos invités aujourd'hui. Pierre Carolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche maïs chez Euralis, c'est bien ça? C'est bien ça. Claude Gagnol, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur filière chez LCI, alors LCI pour l'imagrin céréales ingrédients, voilà. Et vous êtes également président de l'Union des semouliers de maïs de France. Exactement. C'est bien ça. Daniel Perrob, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre agriculteur, producteur de maïs dans le sud des Landes, c'est bien ça? C'est exact. Et vous êtes également président de l'Association générale des producteurs de maïs. Donc vous regroupez l'ensemble des producteurs de maïs en France. Exactement. Alors la première question que j'aimerais vous poser, c'est Pierre Carolo, on parle de maïs grain, de maïs fourrage pour l'alimentation des animaux, de maïs doux. Cette espèce est vraiment multifacette, multisaveur. J'aimerais savoir, chaque débouché a une variété bien particulière, parce que je crois qu'il y a plus de 1000 variétés de maïs cultivées en France, c'est bien ça? Alors en France, il y a plus de 1000 variétés pour l'utilisation commune, c'est-à-dire le maïs grain. 70% du maïs est utilisé pour l'alimentation animale. Alors il y a aussi plein d'autres variétés de maïs, le maïs doux, le maïs waxy, le maïs popcorn. Maïs waxy, expliquez-nous parce maïs que... waxy, c'est un maïs qui a un amidon particulier utilisé dans l'industrie. Toutes ces autres variétés de maïs correspondent à des variétés, des gènes et des variétés très, très différentes qu'on peut améliorer grâce à toutes les techniques qu'on développe chez tous les semenciers. Alors justement, on parle d'amélioration des plantes. Moi, j'aimerais savoir comment vous faites concrètement. C'est au champ, c'est dans des laboratoires, ça prend du temps? Alors la sélection d'une nouvelle variété entre l'idée d'un projet et la réalisation, ça dure entre 7 et 10 ans, quelles que soient les techniques. Pour le maïs traditionnel, le maïs grain, la principale objectif, c'est les problèmes de rendement. Après, pour tout ce qui est les maïs particuliers, par exemple, si on prend du maïs waxy, on prend une variété traditionnelle, c'est dû à un seul gène. Il suffit de transformer les variétés existantes en leur transférant un gène, le gène waxy, et on obtient une variété de maïs waxy avec cet amidon particulier. D'accord. Moi, j'avais cru comprendre que vous, les sélectionneurs, vous êtes un peu comme ces grands organismes de rencontre, c'est-à-dire que vous allez croiser, faire rencontrer un parent mâle et un parent femelle avec des caractéristiques. Donc, vous les choisissez comment et après, vous observez quoi? Alors, tout dépend de l'objectif. Ce qu'il faut se définir, c'est l'objectif. L'objectif est défini par le marché et il faut imaginer le marché dans 10 ans quand on commence une recherche. Donc il faut être proche des utilisateurs pour bien définir l'objectif. Une fois qu'on a défini l'objectif, il faut voir s'il existe une variabilité génétique pour ce caractère donné. Une fois qu'on a trouvé la variabilité génétique pour ce caractère donné, il faut trouver les tests pour trier parmi cette variabilité génétique. Et ensuite trier, sélectionner le parent mâle, le parent femelle, tester, et si parmi les milliers et les milliers de candidats à la sélection, il en reste parfois un ou deux qui vont correspondre aux critères définis au départ. D'accord, et donc ça se passe au champ. Vous allez planter les descendants génération après génération. Alors pour détecter les caractéristiques d'un maïs, tout dépend du caractère. Si c'est un caractère qui se voit au champ, il faut évidemment le mesurer au champ. Mais maintenant avec les techniques de biologie moléculaire, on peut commencer à prédire un petit peu les caractéristiques que l'on trouvera au champ, sachant que le test au champ est absolument indispensable. Mais la liaison entre le marquage et le champ permet un pré-tri qui rend plus efficace la sélection au champ encore. D'accord, donc vous allez mettre des petites étiquettes en fait sur vos maïs pour savoir s'ils vont résister à l'attaque d'un insecte, d'un champignon. Voilà, donc il y a des tests. Chaque objectif a une mesure et à cette mesure on associe une génétique. Et après, il y a des calculs qui font qu'en fonction de la généalogie, de la parenté des parents, on peut en déduire la probabilité la plus grande d'avoir le maïs qui correspond à nos besoins. Très bien. Donc Daniel Perrault-Bonvoy, Euralis fait de la recherche, travaille sur justement pour proposer cette diversité de variétés. Vous, en tant que producteur, comment faites-vous pour choisir parmi ces milliers de plantes en fait?
Comment faites-vous pour repérer ce qui va être intéressant pour votre exploitation? Alors pour le producteur, on différencie un certain nombre de critères, à savoir, la destination du maïs. Si on a un maïs pour du maïs doux, la semence sera différente qu'un maïs à destination de l'alimentation animale. Dans nos maïs, et sur ma ferme par exemple, j'ai un maïs qui est destiné à l'alimentation animale sous forme de maïs en silage, donc stockage vert. Alors oui, stockage maïs en silage. C'est la choucroute du maïs en silage. De la choucroute, d'accord, pour nos vaches. Mais nos vaches sont bien nourries en France, vous savez. C'est pour ça qu'elles produisent du bon lait et de la bonne viande. Donc c'est des variétés de maïs qui ont un potentiel de production important en termes de végétation, mais aussi en qualité digestible pour la panse de l'animal, pour qu'elle puisse optimiser au maximum le fourrage. Ensuite, en fonction pour soigner mes poulets par exemple, je sélectionne des variétés d'utilisation grain, comme ça a été précisé précédemment par le sélectionneur. Une variété qui produit un amidon assez riche et du jaune de maïs, le pigment jaune du maïs qui permet de jaunir nos volailles. Mais on adapte aussi ces variétés en fonction de la parcelle. Et ce travail des sélectionneurs est très important parce qu'on a des variétés en fonction de la qualité agronomique de notre parcelle, permet de plus ou moins optimiser cette qualité et ce potentiel de rendement, cette résistance au démarrage des parcelles qui sont froides. On va mettre une variété qui a une forte vigueur au départ, une parcelle plutôt chaude, on va regarder plutôt son potentiel autre. Voilà comment on essaye, nous producteurs, d'adapter la variété. Donc vous vous basez sur ces caractéristiques variétales. Par exemple, pour faire du bon maïs doux, le maïs doux, quelle est la différence par rapport aux autres maïs? J'imagine que c'est peut-être le sucre, une histoire de sucre dans tout ça. Le maïs doux est sélectionné pour avoir un potentiel sucre et qu'il soit comestible et digestible à l'homme. Ce grain de maïs, moi je peux le manger. Non. Mais par contre, je ne vais pas le digérer. Ah oui, d'accord. Je comprends mieux. Par contre, le maïs doux, oui. Le maïs doux que je vous présente là, il se mange en salade frais ou chaud accompagné d'une viande ou autre. C'est excellent. Et ce maïs, qui est de très grande qualité, il est beaucoup plus digestible. Et pour cela, il faut une variété sélectionnée. Et ça, c'est le formidable travail de nos sélectionneurs parce qu'en maïs, on sème toujours des variétés nouvelles chaque année. Et le producteur de maïs, qui est un féru d'innovation, chaque année, il essaye 5, 6, 7, 10 variétés sur son exploitation. Non seulement parce qu'il les a testées l'année précédente pour certaines, donc il les a mesurées et il en met, il applique ces variétés sur ses parcelles, mais il en essaie de nouvelles et il juge un peu la capacité de la variété à s'adapter ou pas. Et comme dans toute sélection, il y a une partie qui est abandonnée, une autre partie qui est renouvelée l'année suivante. D'accord, donc une recherche d'innovation, justement, vous venez de nous parler du maïs doux. On le consomme de plus en plus de manière chaude. En fait, on mange du maïs doux chaud. Avant, c'est vrai qu'on a l'habitude de le manger qu'en salade. Exactement. Il y a une nouvelle consommation du maïs doux aujourd'hui qui est en consommation chaude. Donc, on fait cuire du maïs doux, tout simplement. On le fait réchauffer et on accompagne notre plat, que ce soit du poisson, de la viande, du poulet, du bœuf. Et c'est excellent, c'est une nouvelle méthode et je peux vous dire ça a de nombreuses vertus. C'est très léger, c'est très bon pour la santé et je vous encourage fortement à goûter ce nouveau mode de consommation. J'avais goûté une purée de pommes de terre avec du maïs, c'est excellent. Je vous le recommande. Je comprends pourquoi vous avez bonne mine. C'est le jaune. Alors justement, Claude Gagnol, parlez-nous de la semoulerie. Quel est votre métier? Parce que vous recevez, j'imagine, les grains produits par Daniel dans vos usines. Que se passe-t-il derrière? Vous êtes venu avec différentes semoules, je crois. Expliquez-nous. Alors notre métier, c'est d'apporter auprès des industries des ingrédients issus de la transformation du maïs, pour faire différents produits finis, comme c'est illustré sur ce tableau, sur cette table. Donc, Daniel vient de parler d'une organisation de production. Nous, on parle de filières qui permettent de, je dirais, trier les productions en fonction des débouchés qu'on peut avoir au niveau de leur transformation. Donc, on parle de filières maïs spécialisées, nous, dans la semoulerie. Alors, qu'est-ce qu'est la semoulerie? C'est tout simplement la meunerie du maïs. On connaît beaucoup en France la meunerie du blé. Eh bien, on fait la même chose avec du maïs. Donc on transforme un grain qui est, si possible, le plus dur possible,
Et c'est là une caractéristique qu'on recherche dans les grains. Donc Pierre connaît très bien, Daniel aussi. C'est un critère de recherche aussi, donc cette dureté du grain la dureté pour que la du grain. semoule tienne, c'est ça? Parce que notre métier, c'est de fractionner le grain. Donc vous voyez, ici, vous avez le grain produit, admettons, par Daniel. Et ensuite, notre métier, c'est d'abord d'enlever le germe et l'écorce du grain, le péricarpe. Remontrez-nous le germe en le soulevant, donc après le grain. Le germe, le voilà. Vous pouvez peut-être... Voilà, d'accord. Ici, les fibres, donc qui sont le péricarpe du maïs. Donc on part du grain, comme ça. Ouais. Et ensuite, la fraction donc vitreuse du grain, on la transforme en différentes granulométries, de plus en plus fines. Voilà. Ah ouais, on dirait carrément de la farine toute fine. Absolument. C'est la farine de maïs, Alors, en fait. il y a une application qui est bien connue dans l'utilisation du maïs, qui est la polenta. Mais ça, c'est plutôt italien. Hein. Donc la polenta, c'est une semoule comme ça. J'adore ça. Ouais. Et nous, notre métier, c'est de fractionner ce maïs pour faire différentes utilisations agroalimentaires, dont une qui est très connue, c'est celle du cornflakes. Donc le cornflakes est fabriqué en méthode traditionnelle avec ces gruaux de maïs qui font 4 mm. Donc ils sont cuits chez nos clients, donc les fabricants de cornflakes, ils les cuisent dans un sirop de malt et ensuite ils les laminent, ils les transforment en petits flocons à plat, mais ils sont humides et ensuite ils les toastent pour faire le cornflakes. Le fameux cornflakes de nos petits déjeuners. Mais vous, apparemment, on le retrouve un peu partout, le maïs, parce que vous avez amené d'autres produits avec vous. Alors exactement, c'est ce qui fait la richesse de notre métier. Donc il y a de nombreuses applications. Donc Daniel a parlé du maïs doux. On peut parler du popcorn aussi, mais nous, dans notre métier, on fait avant tout donc, pour le cornflakes, pour la brasserie. La brasserie utilise beaucoup de maïs. Hein, c'est 20 à 40% de nos productions vont vers la brasserie. Et ensuite, les gâteaux apéritifs, les produits de grignotage. Et puis aussi, plus nouvellement, si je puis dire, le pain, parce qu'il n'y a pas de gluten dans le maïs. Donc on peut faire du pain sans gluten avec des farines de maïs. Alors justement, j'ai appris que ce pain, on pouvait le conserver plus longtemps qu'un pain élaboré avec du blé tendre. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est une question de... D'abord, c'est pas la même texture. Le pain fait au maïs et le pain de blé tendre. Le pain de blé tendre, il est en général il y a plus d'eau, donc il a plus de fraîcheur, effectivement. Donc il est plus sensible à la déshydratation. Le pain au maïs est un peu plus dense, c'est pas la même texture, il ne faut pas confondre les deux. Hein. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on fabrique des farines destinées à l'alimentation infantile. Et ça, c'est important parce que souvent le maïs est décrié parce qu'il consomme beaucoup d'eau, mais en même temps, le maïs, lorsqu'il est en grain, il est très peu chargé en produits de protection des végétaux parce qu'il utilise peu de produits de protection des végétaux. Uniquement dans les périodes de semis ou de levée où il y a du désherbage, mais après il n'y a pas de fongicides, etc. Donc les farines de maïs sont très bien adaptées pour tout ce qui est industrie du baby-food. D'accord, voilà. Alors justement, ça me permet de faire la transition avec notre producteur de maïs. Le maïs est une plante plus verte qu'il n'y paraît. Apparemment, c'est une des plantes qui consomme le moins d'eau. On produit de protection des plantes également. Pouvez-vous nous expliquer un peu pourquoi c'est une plante aussi verte? Alors la particularité de maïs, c'est une plante en C4. Alors c'est très technique, mais ça veut tout simplement dire que c'est une plante qui se développe beaucoup, qui a beaucoup de feuillage et qui permet d'obtenir sur un mètre carré ou à l'hectare beaucoup plus de matière brute, de végétation qu'une autre plante. Et donc par le mécanisme de la photosynthèse, c'est-à-dire d'échange entre la lumière et le sol pour faire simple, on capte beaucoup plus de gaz carbonique et on rejette beaucoup plus d'oxygène. Donc c'est ça les vertus, entre autres, du maïs. Et comme elle a une capacité à produire beaucoup, la quantité d'eau qui lui est apportée est faible au rapport quantité-consommation. C'est pour cela. Alors, c'est une plante, c'est vrai, on en parle parce qu'on la voit l'été. Exactement, quand on part en vacances, on voit vos champs qui sont irrigués. Qui sont irrigués, qui parfois abritent nos animaux, qui se mettent à l'ombre et autres. Donc l'irrigation fait partie d'un pilier de cette culture comme de bon nombre de cultures en France. Pourquoi? Parce que, comme viennent de nous l'expliquer nos deux collègues, pour avoir un maïs de qualité, une plante saine de qualité et une homogénéité d'approvisionnement, y compris pour l'aval, il est important de pouvoir avoir recours à cette quantité d'eau minimum, mais qui est nécessaire et que l'on
se mobilise pour la stocker l'hiver, parce que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de pénurie d'eau, mais on veut tout simplement la stocker l'hiver pour la réutiliser pour les différentes cultures en période estivale et entre autres pour le maïs. Merci pour vos explications, parce que justement on a vu ces problématiques de réserve d'eau qui peuvent poser problème dans certaines régions. Je crois que c'est pas... Donc vous faites beaucoup de communication dans votre région par rapport à ce problème de gestion de l'eau? On se mobilise beaucoup dans une grande partie de la France pour développer le stockage de l'eau pour plusieurs raisons. D'une part parce que techniquement, agronomiquement, ça a un sens pour la plante. Et d'autre part, partout où il y a ces projets-là, où on conduit de la culture à destination de l'alimentation humaine, de nouveaux débouchés, de l'alimentation animale, ça permet d'avoir un tissu rural dynamique, de l'agroalimentaire. Toutes ces entreprises de la recherche, de la transformation, la force que nous avons dans le maïs, c'est de vouloir réfléchir toujours filière. C'est pas que le producteur et le reste du monde, c'est ensemble comment on bâtit cette filière, comment on la sort renforcée, comment les uns et les autres on est complémentaires de manière à gagner de l'excellence. C'est ça l'enjeu et c'est ainsi que nos territoires sont dynamiques et vivent. Alors je sais bien, il y a quelques endroits, c'est depuis 2-3 ans où c'est un peu plus difficile, mais on s'évertue à trouver des solutions et je vous garantis qu'ensemble on les trouvera. Alors justement, j'aimerais revenir sur les atouts nutritionnels du maïs et je vais me tourner vers notre chercheur, notre sélectionneur de maïs pour voir si ces critères sont pris en compte pour nous consommateurs. On voit que le maïs, on va le retrouver dans beaucoup d'aliments de notre quotidien. Est-ce que ce sont des critères que vous intégrez justement dans vos programmes de recherche ? Alors, pour être très franc, il n'y a pas de recherche spécifique sur des qualités alimentaires particulières, sur une teneur en magnésium ou une teneur en protéines particulières sur les maïs. Évidemment qu'à la fin de tout le process, il faut hiérarchiser les critères de sélection. Et les critères de sélection pour du maïs qui est utilisé en alimentation humaine, c'est avant tout les caractéristiques industrielles qui vont permettre de transformer le produit. Et évidemment, à tous les stades en fin de sélection, on va vérifier si les caractéristiques correspondent aux besoins de l'utilisation industrielle. Et par exemple, pour du maïs, pour faire tous les cornflakes, il nous faut du maïs vitreux. Donc à tous les stades de la sélection, pour cet objectif-là, on va vérifier que le maïs est suffisamment vitreux et qu'il y a suffisamment de grains cornés dans la texture de ce maïs. Alors justement, vous parlez de grains cornés, grains dentés, je vais y arriver. Vitreux, c'est quand même, on le voit physiquement sur la forme du grain. Physiquement, ça se voit, il faut mordre un petit peu dedans pour le voir, c'est encore un petit peu mieux, parce que ça se voit à l'intérieur. Par rapport aux questions qui étaient posées tout à l'heure, c'est cette plante en C4, il faut savoir que le maïs est une plante avec une variabilité incroyable. C'est sûrement la plante qui génétiquement fait le plus de progrès. Alors après, cette plante est parfois décriée, on la considère comme une plante qui correspond à l'agriculture intensive. Le maïs peut s'adapter à toute situation. Le maïs, parce qu'il y a un potentiel génétique incroyable. S'il faut trouver du maïs qui s'adapte, qui résiste mieux à un manque d'eau, qui résiste mieux à de faibles quantités d'intrants, de l'azote, etc., la variabilité du maïs permet de faire des progrès dans tous ces domaines. Parce que le maïs, c'est une plante originaire du Mexique, je crois. C'est bien ça. Donc en fait, on l'a introduit à quelle époque en France? Comment on l'a acclimaté justement avec votre travail d'amélioration? C'est Christophe Colomb qui a ramené ça. Donc vers 1495, entre 1495 et 1500, que le maïs est arrivé en Europe. Alors, il y a eu plusieurs façons d'introduire le maïs. Il y a eu les sélectionneurs de maïs en collaboration avec l'INRA, par exemple, ont développé beaucoup de thèses pour essayer de comprendre comment le maïs a été introduit. Et on a pu retrouver à partir des herbiers qui étaient conservés en France et à partir des analyses moléculaires comment avait pu être introduit le maïs en France. Donc on peut refaire de l'histoire à partir de la génétique. À partir de la généalogie du maïs. Voilà. Alors Claude Gagnol, j'aimerais revenir sur les avantages nutritifs du maïs. Est-ce que ce sont des informations que vous mettez en avant, vous, en tant que semoulier? Alors, notre métier, c'est de travailler le grain.
Donc déjà, c'est d'aller chercher dans le grain toutes ces caractéristiques nutritionnelles en séparant les différentes fractions du grain. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on faisait des cornflakes avec les gros grains, la partie vitreuse. Eh bien, le métier de meunerie, c'est aussi d'aller séparer le péricarpe, par exemple, qui est riche en fibres. Le péricarpe, c'est-à-dire c'est l'enveloppe du grain. D'accord, merci. C'est la peau du grain, pour faire simple. Donc ça, c'est un produit riche en fibres et donc qui va servir à l'utilisation de produits diététiques où il y a des fibres alimentaires pour le transit intestinal, la régulation de la glycémie. Et puis ensuite, vous avez un autre produit qui est le germe de maïs. Donc le germe de maïs, comme tous les germes, contient des omégas et il y a une certaine richesse qui est peu utilisée aujourd'hui. Donc on travaille sur cet aspect-là pour peu qu'on arrive à bien le décortiquer, c'est-à-dire le séparer des autres fractions. C'est tout un métier. Et ensuite, on peut lui appliquer un deuxième process de toastage, par exemple, pour faire des germes toastés qui vont rentrer dans différentes applications pour apporter non seulement de la nutrition, l'aspect nutritif, mais aussi du plaisir à consommer le produit par sa saveur et sa croustillance. Alors, justement, on a bien compris que c'est une véritable filière. Vous travaillez les uns avec les autres. Vous, chez Limagrain, vous avez aussi des producteurs, vous avez des produits. Pouvez-vous nous faire rêver et nous dire quelles vont être les futures utilisations du maïs dans notre alimentation? Allez, lâchez-vous. Alors, venez en Auvergne déjà, voir nos productions. On a des montagnes, certes, mais on a une très jolie plaine qui s'appelle la Limagne, où on a donc plus de 1000 agriculteurs qui sont organisés pour produire 10 000 hectares de maïs uniquement destinés à la maïserie. Donc à notre activité de meunerie où on s'évertue à travailler ce grain avec cette notion de filière où il s'agit avant tout de satisfaire les attentes du consommateur. On est très orienté consommateur. Donc le consommateur, ce n'est pas uniquement dans le plaisir à déguster un produit, mais c'est dans la sécurité alimentaire. Donc il faut des produits sains. Et là-dessus, on amène un ensemble de garanties parce qu'on est organisé en filière. Et puis, on travaille sur, je dirais, les nouvelles applications du maïs, dont vous avez certaines ici. Pour les produits, par exemple, les plastiques biodégradables. Donc, il y a du maïs aujourd'hui dans les plastiques biodégradables. Et c'est une bonne nouvelle, quelque part, pour la dégradabilité des bioplastiques. Et puis, ça sent le maïs. C'est 5 plastiques, donc on va avoir du mal à vous le faire sentir. Mais ils sentent le maïs réellement. Oui, c'est le petit côté biscotte, on parle. Donc les consommateurs n'étaient pas habitués à ce petit côté biscotte, mais c'est la caractéristique effectivement de ces bioplastiques qui sont donc sourcés naturellement. Voilà, donc ça fait partie de l'avenir, mais en même temps, il y a du travail à faire, comme je le disais, sur la partie germe, fibres, et puis les utilisations gluten-free du maïs, par exemple. Donc le maïs est un produit sain. Comme j'expliquais tout à l'heure, il est produit en filière avec un gros focus sur la sécurité alimentaire. Et ensuite, on cherche tout ce qui est possible de faire avec pour que ce soit plus agréable à consommer et que ça participe à de nombreuses applications. Très bien. Alors justement, Daniel Perov, vous qui êtes producteur, on parle beaucoup de sécurité sanitaire en France. Est-ce qu'il y a des cahiers des charges? Alors je sais que vous êtes également vice-présidente d'une coopérative Maïs Adour dans le Sud-Ouest. Est-ce que vous avez mis en place des cahiers des charges, des labels qualité, ce genre de choses? Ou parlez-nous d'avenir, est-ce que c'est des choses qui vont être mises en place? Alors absolument, dans le Grand Sud-Ouest, nous avons un maïs classe A qu'on appelle, pour répondre à une destination dans les filières animales notamment. Donc c'est un maïs tout simplement, ce que nous produisons, qui est identifié, qui est mesuré, calibré. Il y a un suivi administratif de manière à ce qu'on puisse vraiment tracer ce produit et qu'on n'ait pas de surprise par la suite. Nous avons dans le maïs doux la même, voire une intensification de ce volet réglementaire pour un suivi, un cahier des charges très précis sur les pratiques agricoles et sur les pratiques par la suite de transformation. Et sur les cultures semencières, c'est pareil, tout est tracé, tout est bien identifié. On n'utilise pas des pratiques comme ça à l'aveugle. On a un suivi technique qui est très très approfondi. C'est ce qui fait notre force aussi. Dans une filière, ce n'est pas le tout de mettre en culture à l'aveugle. C'est aussi un accompagnement technique qui correspond à une attente des industriels d'une part, du débouché, mais aussi aux contraintes agronomiques, aux contraintes du climat et autres. Et donc, il y a un vrai travail de filière qui est organisé autour de cela. Alors, justement, Pierre Carollo, on voit des contraintes agronomiques, des contraintes climatiques, les attentes des consommateurs. Vous avez du travail pour encore au moins une centaine d'années, facile.
pour l'éternité, je pense. Oui, quelque chose d'important, c'est que cette plante, c'est ce que je disais tout à l'heure, a un potentiel d'adaptation absolument incroyable. Donc la recherche est prête à relever tous ces défis. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir. Ah, Daniel, vous voulez rajouter un mot? Allez-y. Juste, j'ai porté quelques produits issus à base de maïs, et pour notamment agrafer des arbres autour d'un support, des capsules pour des biodégradables, bien sûr. Biodégradables à partir de l'amidon du maïs. Et j'ai une petite surprise pour vous, Delphine. Vous vouliez me maquiller de toutes les couleurs. Alors, je vais vous présenter un produit. Je ne sais pas si vous aimez le ski, mais avec ce casque, il est fait à base de produits issus du maïs, de l'amidon. C'est un nouveau plastique biodégradable. Alors, ne le gardez pas tout le temps, parce qu'il pourrait se dégrader. Mais je me ferai un plaisir quand même de vous l'installer. Vous allez voir. Bon. Mais... Alors, je vais terminer l'émission. Merci, j'ai une grosse tête, c'est le problème. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir les 1001 saveurs du maïs. Et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission de Semence Mag. Mais d'ici là, n'oubliez pas, la semence est au cœur de la vie.